bonsoir. Installe-toi confortablement. Si tu écoutes cela pour t'endormir, ajuste doucement le volume, pose ton téléphone, et laisse simplement ma voix t'accompagner. Si cette immersion te plaît, tu peux t'abonner, laisser un petit pouce levé, ou un commentaire, mais tu pourras le faire plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter. Ce soir, nous allons suivre la vie entière de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand génie de l'histoire, Leonardo da Vinci. Une existence qui ressemble à un immense carnet de croquis, rempli d'images, d'idées et de questions. Je vais tout te raconter, lentement. Depuis les racines lointaines de son monde, jusqu'à ses derniers jours dans un château français. Pour comprendre Leonardo, il faut reculer bien avant sa naissance. Nous ne sommes pas encore à Vinci, ce petit village de Toscane où l'enfant verra le jour. Nous sommes dans l'Italie du bas Moyen-Âge, plusieurs générations plus tôt. Imagine l'Europe comme une immense bibliothèque assoupie. Pendant des siècles, une partie du savoir de l'Antiquité, celui des Grecs et des Romains, est resté enfermé dans des monastères, recopié patiemment par des moines à la lumière vacillante des chandelles. Les textes de philosophie, de géométrie, de médecine, dorment sur les rayonnages, un peu poussiéreux, mais pas oubliés. À partir du XIIIe et du XIVe siècle, quelque chose commence à changer. Les villes italiennes comme Florence, Gênes, Venise, deviennent des centres de commerce puissants. L'argent circule, les marchands voyagent, les idées se croisent. Des manuscrits grecs arrivent de l'Orient, on redécouvre les textes d'Aristote, d'Euclide, de Ptolémée. C'est comme si, dans cette bibliothèque assoupie, on ouvrait soudain les fenêtres. L'air circule, la poussière se soulève. On appelle cela, plus tard, la Renaissance. Les élites urbaines, les familles de banquiers et de marchands, veulent être entourées de beauté, de prestige, d'images qui racontent leur grandeur. On finance des peintres, des architectes, des sculpteurs. Florence devient une sorte de laboratoire artistique où l'on expérimente de nouvelles façons de représenter le monde. La perspective naît, donnant l'illusion de la profondeur, comme si la surface plate d'un mur devenait une fenêtre ouverte. Dans cette Italie, il y a déjà des figures extraordinaires. Giotto, qui donne de la vie au visage. Brunelleschi, qui ose bâtir la grande coupole de Florence. Donatello, qui sculpte le marbre comme s'il était de chair. Ce sont eux, en quelque sorte, les racines profondes sur lesquelles Leonardo va pousser. Sans eux, sans cette lente renaissance de l'Antiquité, l'enfant de Vinci aurait été un simple artisan talentueux. Grâce à eux, il va devenir bien davantage. Leonardo naît un jour d'avril, au milieu des collines douces de la Toscane. Pas dans un palais, pas dans une grande ville, mais dans un environnement rural, fait d'oliviers, de vignes, de chemins de terre. Il est le fils illégitime d'un notaire, Ser Piero, et d'une femme de condition modeste, Caterina. Cette illégitimité sera une sorte de marque invisible sur toute sa vie. Il ne pourra pas devenir notaire comme son père, il ne suivra pas les chemins habituels des enfants de bonne famille. À première vue, cela ressemble à un handicap social. Mais pour Leonardo, cela ouvre aussi une porte. Ne pouvant pas devenir un homme de loi, il va devenir un homme d'image, un homme de curiosité. Enfant, on l'imagine observant les moindres détails de la nature. Les nervures d'une feuille. Le mouvement d'un oiseau qui s'arrache au sol. La manière dont l'eau glisse sur les pierres dans un ruisseau. Le monde pour lui, n'est pas un simple décor. C'est un mécanisme mystérieux qu'il faut comprendre. Comme une grande horloge dont il voudrait voir les engrenages cachés. Avant même de suivre sa biographie, il faut identifier les forces profondes qui vont le façonner, un peu comme des courants marins façonnent la côte. Première force, la révolution humaniste. Les humanistes de la Renaissance placent l'être humain au centre de leurs réflexions. Ils relisent les textes anciens, s'intéressent au corps, à la nature, à la raison. Pour eux, Dieu existe, mais il a créé un monde ordonné, intelligible, que l'homme a le droit et même le devoir d'étudier. Deuxième force, la compétition artistique des cités italiennes. Les grandes villes se disputent le prestige. Florence veut être plus éclatante que Milan, Milan veut rivaliser avec Venise, et ainsi de suite. Tout cela crée une demande immense pour les artistes, les ingénieurs, les architectes. Les princes et les ducs veulent des fresques, des palais, des machines de fête, des projets de fortification. Un esprit comme Leonardo va trouver là un terrain de jeu idéal. Il peut être à la fois peintre, décorateur de cours, ingénieur militaire, organisateur de spectacles. Troisième force, la militarisation et l'instabilité politique.
L'Italie de Leonardo est loin d'être un havre de paix. Les cités se font la guerre, s'allient, se trahissent. Des troupes de mercenaires sillonnent la péninsule. C'est une paix superficielle, une paix armée. Les villes brillent par leurs arts et leurs fêtes, mais sous cette surface raffinée, il y a la menace constante du conflit. Pour les princes, il faut des ingénieurs capables de concevoir des forteresses, des ponts mobiles, des armes nouvelles. Leonardo, obsédé par les mécanismes, trouve là encore un espace où son génie peut se déployer, même si cela l'amènera parfois à dessiner des machines de guerre qu'il préférera, en réalité, ne jamais voir utiliser. Adolescent, Leonardo rejoint l'atelier d'Andrea del Verrocchio, à Florence. Un atelier de la Renaissance, c'est un peu comme une ruche. Ça bourdonne, ça travaille sans cesse, on y fabrique des tableaux, des sculptures, des décors, parfois même des objets pour des fêtes, des drapeaux, des bannières. Là, Leonardo apprend tout. Préparer les pigments. Tracer les premiers dessins. Observer la lumière sur les corps. Il touche à la peinture, à la sculpture, à la mécanique des décors. Une anecdote célèbre raconte que, dans un tableau de Verrocchio représentant le baptême du Christ, Leonardo aurait peint l'un des anges, avec une délicatesse si extraordinaire que le maître, se sentant dépassé, aurait décidé de ne plus toucher à un pinceau. Qu'elle soit parfaitement vraie ou un peu embellie, cette histoire dit quelque chose d'important. Très tôt, Leonardo dépasse les attentes. Son sens de la lumière, sa manière de rendre la douceur d'une peau, l'humidité d'un œil, dépasse déjà le cadre de la simple imitation. Il ne reproduit pas seulement ce qu'il voit. Il recrée l'effet que la réalité produit sur notre regard, comme s'il peignait aussi l'air entre les choses. Derrière l'image du génie parfait, il y a, chez Leonardo, des failles psychologiques et des contradictions profondes. Une curiosité sans limite et une difficulté à finir. Leonardo se passionne pour tout. Et c'est là une force, mais aussi une faiblesse. Sa curiosité est comme un feu qui se propage. Il commence une peinture, puis soudain, il a besoin d'étudier les muscles du cou, puis la mécanique de la lumière sur la peau, puis la géométrie d'un fond de paysage. Résultat, il laisse derrière lui une multitude d'œuvres inachevées, de projets abandonnés. Cette incapacité à conclure, à accepter l'imperfection, est une sorte de complexe intime. Comme s'il sentait que le monde réel ne pourrait jamais être à la hauteur de ce qu'il imagine. Une sensibilité extrême, mêlée à une grande réserve. Leonardo est décrit comme élégant, soigneux dans sa manière de se vêtir, aimant la musique, les conversations raffinées. Mais il reste, en même temps, très secret. Ses carnets sont écrits à l'envers, en écriture miroir, comme s'il voulait dissuader les curieux de lire ses pensées trop facilement. C'est un homme d'observation plus que d'affirmation. Il regarde, il note, il expérimente. Mais il publie peu, il ne systématise pas son savoir dans de grands traités, comme le feront plus tard les savants. Son génie est intime, presque pudique. Pour comprendre la vie de Leonardo, il faut imaginer la politique italienne de l'époque comme une orchestra géante. Chaque cité est un instrument. Florence est un violon brillant, agile. Milan est un violoncelle grave, puissant. Venise est une flûte lointaine venue de la mer. Rome, c'est la trompette solennelle du pape. En théorie, ces instruments pourraient jouer une belle symphonie. Mais dans la réalité, chacun veut imposer son propre thème. Le résultat, ce sont des dissonances, des conflits, des accords temporaires qui se brisent au premier désaccord. Cette instabilité crée une paix armée. Les banquets, les fêtes, les œuvres d'art masquent les tensions, mais dès que le ton monte, les cités tirent l'épée. Leonardo vit au milieu de cette musique instable. Il en profite, car chaque prince veut l'attirer. Mais il en souffre aussi, car ses projets sont souvent interrompus par les guerres, les changements de régime, les chutes de ses protecteurs. Leonardo finit par quitter Florence pour Milan, au service du duc Ludovico Sforza. Pour convaincre le duc de l'embaucher, il écrit une lettre étonnante. Au lieu de se présenter d'abord comme peintre, il insiste sur ses talents d'ingénieur. Il dit qu'il sait construire des ponts légers, des machines de siège, des canons, des fortifications. La peinture n'apparaît qu'à la fin, presque comme un supplément. C'est comme s'il présentait une boîte à outils gigantesque, dans laquelle la peinture n'était qu'un des nombreux instruments. À Milan, il réalise pourtant certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont la scène. La scène représente le moment où le Christ annonce à ses disciples qu'un d'entre eux va le trahir. Ce n'est pas un instant figé, mais un véritable orage psychologique. Les apôtres réagissent,
gesticule, s'indigne, s'interroge. On dirait une vague d'émotions qui se propage d'un bout à l'autre de la table. Mais même cette œuvre iconique porte la marque de ses contradictions. Leonardo expérimente une nouvelle technique, mêlant fresque et huile, pour obtenir des effets de lumière plus subtils. Le résultat, sur le moment, est magnifique. Mais la surface du mur vieillit très mal, se détériore rapidement. Le génie de Leonardo est là. Un désir constant d'expérimenter, même au risque de la fragilité matérielle de ses œuvres. Il préfère tenter l'impossible plutôt que de répéter des recettes sûres. Laisse-moi t'emmener dans une soirée imaginaire à la cour de Ludovico Sforza. Les torchers éclairent une grande salle. On entend de la musique, peut-être un luth, quelques voix qui chantent. Au fond, un homme silencieux observe. C'est Leonardo. On l'a peut-être chargé d'organiser un spectacle mécanique. Un décor qui s'ouvre par surprise, une machine qui fait apparaître une planète, un dragon articulé qui crache de la fumée. Les invités ne voient que la magie. Ils s'exclament, applaudissent. Eux ne perçoivent que l'effet. Leonardo, lui, regarde autre chose. La façon dont un noble se penche pour mieux voir, le mouvement des mains qui se rejoignent pour applaudir, le pli d'un vêtement qui suit le geste d'une danseuse. Chaque détail entre en lui, silencieusement, et se dépose quelque part dans sa mémoire. Plus tard, lorsqu'il dessinera un visage, une main, un drapé, c'est peut-être à cette soirée qu'il repensera, sans même en avoir conscience. Ainsi, une simple fête de cour, oubliée par tous, devient une petite source invisible dans le grand fleuve de son œuvre. Au service de Milan, Leonardo ne peint pas seulement. Il conçoit des projets de canons à tir rapide, de chars blindés, de fortifications complexes. Il voit la guerre, mais à travers le prisme de la mécanique. Pour lui, une armée en marche, une catapulte ou un bastion sont des systèmes de force et de mouvement. Et pourtant, dans ses carnets, on trouve aussi des phrases où il dénonce la cruauté de la guerre, la brutalité des batailles. Comme si, dans son esprit, deux voix dialoguaient. L'une, fascinée par la technique pure. L'autre, horrifiée par l'usage que l'on fait de cette technique. C'est la contradiction d'un génie humaniste plongé dans une Europe de paix armée. Il vit dans un monde où l'on commande des madones pour les églises et des machines de siège pour les campagnes militaires, parfois aux mêmes artistes. Un jour, la mécanique politique italienne se dérègle. Les forces étrangères interviennent, les alliances se brisent, les Français prennent Milan. La cour de Ludovico Sforza se disperse. Pour Leonardo, c'est une sorte de chispa, une étincelle qui fait basculer sa vie. La belle stabilité relative qu'il avait trouvée à Milan s'effondre. Son protecteur est renversé. Ses projets sont interrompus, certains chantiers restent inachevés. Le système politique italien, déjà fragile, fonctionne comme une toile d'araignée trop tendue. Lorsqu'un fil casse, tout le réseau tremble. Et un homme comme Leonardo, suspendu à cette toile, se retrouve balancé d'un côté à l'autre au gré des événements. Il doit partir, chercher un nouveau protecteur, un nouvel espace où travailler. Cette instabilité politique, qui est une source de conflit pour les peuples, devient, pour lui, une succession de déplacements, d'exils, de recommencements. De retour à Florence, Leonardo reçoit une commande prestigieuse. Peindre une grande fresque représentant une bataille décisive pour la ville. C'est l'occasion de montrer sa maîtrise du mouvement, de la tension, de la violence maîtrisée. Il se plonge dans l'étude des chevaux en pleine course, des corps emportés par l'effort, des visages crispés par la peur ou la rage. Mais, fidèle à ses contradictions, il expérimente encore une fois une technique nouvelle, hésite, corrige, retouche. Le projet se complique. Finalement, la fresque ne sera jamais achevée. Seuls subsisteront quelques dessins préparatoires et des copies. Comme souvent avec Leonardo, ce qu'il laisse derrière lui ressemble à une promesse non tenue, une possibilité entrevue mais jamais complètement réalisée. Cette incapacité à clôturer, à dire c'est fini, n'est pas seulement un défaut de caractère. C'est presque la marque d'une exigence infinie. Tant que quelque chose peut être étudié, amélioré, approfondi, il ne se résout pas à poser le dernier coup de pinceau. C'est à Florence aussi qu'il entreprend ce qui deviendra l'un des tableaux les plus célèbres du monde, le portrait d'une femme que l'on connaît sous le nom de Mona Lisa. Regarde-la en pensée. Un paysage lointain, presque irréel, avec des rochers, des eaux, des routes. Au premier plan, une femme assise, les mains croisées, un visage à la fois simple et insondable, et ce fameux sourire. Ce sourire, on peut le voir comme la somme de tout ce que Leonardo a appris.
dans l'atelier de Verrocchio, à Milan, dans les fêtes de cour, dans l'observation des visages dans les rues, dans l'étude de la musculature du visage. Il ne s'agit pas seulement d'un sourire charmant. C'est un sourire qui semble se transformer à mesure qu'on le regarde. Parfois doux, parfois ironique, parfois mélancolique. Comme si Leonardo avait compris que l'âme humaine n'est jamais figée, qu'elle est faite de couches successives, de contradictions légères, de nuances. C'est l'opposé d'un masque. C'est une surface qui laisse deviner quelque chose d'invisible en dessous. Il gardera ce tableau avec lui pendant des années, le retouchant, l'emportant de ville en ville, jusqu'en France. Mona Lisa n'est pas seulement une commande. C'est, pour lui, une sorte de compagnon de route, un laboratoire personnel où il cherche, encore et encore, à saisir l'essence du visage humain. Si l'on veut vraiment entrer dans le cerveau de Leonardo, il faut ouvrir ses carnets. Des centaines et des centaines de pages. Écrites en petits caractères, de droite à gauche, comme un miroir. On y trouve des schémas de machines volantes, des études de tourbillons d'eau, des croquis d'anatomie, des projets de villes idéales, des observations sur la lumière dans les vallées, des notes sur le vol des oiseaux. Tout cela ressemble à une immense toile d'araignée intellectuelle. Chaque idée est reliée à une autre. Un dessin d'aile d'oiseau conduit à une réflexion sur la pression de l'air, qui elle-même sert plus tard à comprendre le mouvement de l'eau. Un croquis de crâne humain mène à une étude de la proportion du visage, qui reviendra ensuite dans un portrait. Leonardo ne compartimente pas le savoir. Pour lui, la nature est un tout cohérent. La géométrie, l'anatomie, la peinture, la mécanique ne sont que des langues différentes pour parler du même univers. Et pourtant, encore une fois, il ne publie pas. Ses carnets restent dispersés, fragmentaires. Ils seront, des siècles plus tard, rassemblés, classés. Mais de son vivant, cette incroyable richesse reste cachée, comme un trésor mal enfoui. Parmi toutes ces explorations, l'anatomie tient une place particulière. Leonardo obtient l'autorisation de disséquer des cadavres dans les hôpitaux. Il observe les muscles, les tendons, les organes, le cœur, le cerveau. Ses dessins sont d'une précision et d'une beauté saisissante. Ce n'est pas une curiosité morbide. Pour lui, le corps humain est une machine merveilleuse, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Comprendre comment les muscles s'attachent aux os, comment le sang circule, comment le visage se déforme pour exprimer la colère ou la joie, c'est une façon de mieux peindre, mais aussi de mieux comprendre la place de l'homme dans la nature. Il va jusqu'à imaginer que le corps humain répond à des lois de proportion proches de celles de la géométrie. C'est ce qu'illustre le célèbre dessin de l'homme inscrit dans un cercle et un carré, connu sous le nom d'homme de Vitruve. Le corps y devient une sorte de pont entre la perfection des formes géométriques et la complexité de la chair. Plus le temps passe, plus les projets de Leonardo deviennent vastes, et plus la réalité politique de l'Italie rend leur réalisation difficile. Il travaille à Rome, pour des papes, dans un environnement où gravite un autre génie, Michel-Ange, au caractère bien plus direct, conflictuel. Les tensions, les rivalités, la politique du Vatican, tout cela fatigue Leonardo. Il reste fascinant de voir comment, dans ces dernières années italiennes, son intérêt pour la peinture pure semble parfois reculer au profit de l'étude scientifique, des calculs, des schémas. Comme si, au fond, il pressentait que les images qu'il laisse, aussi belles soient-elles, ne seraient jamais suffisantes pour exprimer tout ce qu'il comprend du monde. Finalement, Leonardo accepte l'invitation du roi de France, François Ier. Il traverse les Alpes, emportant avec lui ses tableaux, dont la Joconde, et une partie de ses carnets. En France, il s'installe dans un manoir près d'Amboise. Le roi le considère avec une grande admiration, presque avec affection. On raconte peut-être de manière un peu romantique que le souverain aime venir discuter avec lui, l'écouter développer ses idées, comme on écoute un sage ancien. Leonardo est désormais âgé. Sa main tremble parfois. Il peint peu, mais continue à dessiner, à réfléchir. Sa vie se fait plus paisible, comme si, après tant de déplacements, il avait enfin trouvé un port calme. Et pourtant, même dans ce calme, les traces de la paix armée européenne restent présentes. La France, comme les autres puissances, est engagée dans des guerres en Italie, des rivalités, des affrontements. Le roi cherche en Leonardo à la fois un symbole de prestige culturel et un conseiller capable de concevoir des projets d'ingénierie. Une fois encore, art et puissance politique sont mêlés, inséparables. Imagine une scène discrète. Un soir, dans une pièce relativement simple du manoir, François Ier vient voir Leonardo. Le roi est jeune, fort, curieux.
Leonardo, lui, est affaibli, ses cheveux et sa barbe sont entièrement blancs. On peut imaginer le roi prenant un tabouret, s'asseyant non loin du maître, et lui demandant « Maître Leonardo, dites-moi, quel est le plus grand secret que vous ayez découvert ?» Peut-être que Leonardo ne répond pas immédiatement. Il laisse un silence. Regarde la lumière sur la table, le profil du roi, le mouvement léger de ses mains. Puis, d'une voix douce, il pourrait dire quelque chose comme « Sire, le plus grand secret, c'est que la nature ne se laisse jamais enfermer dans une seule réponse. Chaque chose que l'on comprend ouvre 10 questions nouvelles. Ce n'est qu'une scène imaginée, bien sûr. Mais elle traduit une vérité. Jusqu'au bout, Leonardo reste un homme de questions, plus qu'un homme de certitude. Leonardo meurt en terre française, loin de la Toscane de son enfance. Après sa mort, ses carnets, ses dessins, ses notes se dispersent. Certains restent entre les mains de ses disciples. D'autres sont vendus, perdus, réapparaissent plus tard dans des collections privées. Cette dispersion a un effet paradoxal. Elle empêche, pendant longtemps, de mesurer pleinement l'ampleur de son génie scientifique. On connaît le peintre, l'auteur de la Joconde et de la Seine. Mais on sous-estime le dessinateur de machines, l'anatomiste, le penseur de la nature. Ce n'est que plus tard, lorsque l'on rassemble ses carnets, que l'on découvre à quel point il était en avance, imaginant des hélicoptères, des chars, des systèmes de canalisation, des ponts mobiles. Cependant, il serait exagéré de le considérer comme un inventeur moderne. Beaucoup de ses projets restent théoriques, imprécis dans les détails techniques. Leonardo est moins un ingénieur réalisant des prototypes qu'un visionnaire, qui perçoit les possibilités de la matière, du mouvement, de la mécanique. La fin de l'histoire de Leonardo ne se conclut pas par un traité signé, ni par une victoire éclatante, comme dans les récits de guerre. Mais, d'une certaine façon, la manière dont son œuvre est reçue sème aussi des semences de conflits, plus subtiles, à l'intérieur même de notre rapport à la connaissance. D'un côté, Leonardo incarne l'idéal du génie total. Un seul homme capable d'embrasser l'art, la science, la technique, la philosophie. Cet idéal nourrit une forme de nostalgie, presque douloureuse. Nous vivons dans un monde où le savoir est tellement vaste que plus personne ne peut tout maîtriser. Comparé à lui, nous nous sentons parfois fragmentés, spécialisés, limités. D'un autre côté, sa vie montre aussi les limites de ce modèle. Son incapacité à terminer certains projets, à publier ses découvertes, à les rendre vraiment transmissibles, révèle la fragilité d'un savoir trop centré sur une seule personne. Lorsque le génie meurt, une partie de son monde intérieur disparaît avec lui. Les semences du futur, ce sont donc à la fois l'inspiration, l'idée qu'art et science peuvent dialoguer. Et l'avertissement, la nécessité d'organiser, de partager, de transmettre le savoir, pour qu'il ne se perde pas dans les carnets d'un seul homme. En refermant cette longue histoire, imaginons une dernière image. Une table, quelque part en Europe. Dessus, un petit carnet de Leonardo, ouvert. On y voit un croquis de machine volante, quelques notes sur la turbulence de l'eau, un schéma de muscles, un visage en ébauche. Tout est lié, tout est inachevé, tout est vivant. Ce carnet semble nous dire plusieurs choses. D'abord, que la curiosité est une force profonde, presque indestructible. Tant qu'un être humain se pose des questions, le monde reste ouvert. Ensuite, que la beauté et la connaissance ne sont pas ennemis. Une coupe anatomique peut être belle. Un paysage peut être précis et poétique. Une équation peut naître d'un dessin de tourbillon. Enfin, que connaître l'histoire d'un homme comme Leonardo, mais aussi l'histoire des sociétés, des guerres, des paix superficielles est essentielle pour ne pas répéter les mêmes illusions. L'Italie de la Renaissance a vécu dans une paix fragile, admirant ses artistes tout en se déchirant dans des conflits. Notre monde, aujourd'hui, n'est pas si différent. Nous célébrons les créateurs, les chercheurs, les inventeurs, tout en laissant parfois la violence, la rivalité, la peur guider les décisions collectives. La vie de Leonardo nous rappelle que le génie individuel ne suffit pas. Il faut aussi des sociétés capables de protéger, de transmettre, de donner du temps à la recherche désintéressée. En écoutant son histoire, nous apprenons donc quelque chose sur nous-mêmes. Si nous voulons éviter de répéter les erreurs du passé, il ne suffit pas d'admirer les grands hommes. Il faut aussi comprendre les systèmes dans lesquels ils ont vécu, les forces qui les ont portés, les limites qui les ont entravés. Voilà.
La vie de Leonardo da Vinci, racontée comme un long voyage, depuis les collines de Toscane jusqu'au château de France, depuis les ateliers bruyants de Florence jusqu'au silence concentré de ses carnets. Si tu es encore éveillé, je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Si tu t'es assoupi en chemin, alors la voix du vieil historien de la nuit a rempli son rôle. N'hésite pas à revenir, à t'abonner, à activer la cloche si tu souhaites d'autres longues histoires pour la nuit, d'autres génies, d'autres empires, d'autres destins. Je te souhaite une nuit paisible. Remplie de rêves où des machines volent dans un ciel calme. Où des visages sourient avec ce léger mystère que Leonardo aimait tant. Bonne nuit. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.